Après avoir vu et vécu beaucoup de réalités dans la vie de famille et la consommation du mariage dans notre génération, c'est-à-dire le 21e siècle, après avoir lu pendant des années des productions intellectuelles sur la famille, lu pendant des années des livres sacrés unis, plusieurs mariages qui sont épanouis et stables jusqu'à l'heure, réconcilier, encadrer plusieurs couples par la grâce du Très-Haut, après avoir suivi avec beaucoup de minutie et d'intérêt des centaines de débats télévisés et sur la famille, le mariage et surtout la polygamie et la monogamie, débats interdénominationnels entre des leaders religieux chrétiens des chapelles différentes et débats interreligieux entre pasteurs musulmans traditionnalistes, et débats entre scientifiques et religieux, débats intergénérationnels entre jeunes et vieux, débats entre hommes et femmes, débats interculturels entre Africains, Occidentaux, etc. Et il m'a paru très important et même très très urgent d'apporter ma modeste contribution, sans parti pris, sans état d'âme, en étant le plus objectif possible. Nous ne saurions aborder avec sérieux le sujet de la polygamie et de la monogamie, un sujet si sérieux, en nous enfermant dans une seule vision ou dans une seule génération. Nous ferons donc parler la science, nous ferons parler l'histoire, nous ferons parler l'anthropologie, donc la culture, la religion, etc. Eh bien maintenant, commençons par faire parler la science. Les scientifiques ont fait des recherches génétiques qui ont révélé ceci. Les espèces d'oiseaux sont à 90% monogames, tandis que les mammifères sont à 70% des polygames. L'homme, quant à lui, est essentiellement polygame. Écoutons ceci. C'est génétique. J'ai la peau blanche, c'est génétique. Oui. Et là, ça devient plus personnel. Je suis marié à une seule femme. Je suis monogame. Tout est normal, mais il paraît que ça serait génétique aussi. Effectivement, apparemment, la monogamie ou la polygamie chez les animaux aurait aussi importance génétique. Effectivement. Si, effectivement. Alors attendez, avant de parler de moi, enfin des humains, les animaux en général, qui est monogame, qui est polygame? Les oiseaux sont généralement monogames. 90% des espèces d'oiseaux sont monogames. Polygame? Polygame, là, il y en a un peu partout. Par exemple, là, vous pouvez voir, les lions sont polygames, c'est-à-dire qu'il y a un mâle alpha et qui a son harem de femelles. Un mâle dominant. Exactement. Donc, les scientifiques se sont penchés sur les monogames et les polygames, Oui. et ils ont trouvé des différences. Voilà, effectivement, ils ont regardé chez des espèces sœurs, comme les campagnols, effectivement, dont l'une est monogame et l'une est polygame. Il y a des espèces comme ça qui sont très très proches et pourtant qui ont des comportements très très différents. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 24 gènes qui étaient complètement différents et qui donc pouvaient coder peut-être pour une monogamie ou pour la polygamie. Et ces gènes, ils codent surtout pour deux hormones, parce que c'est par les hormones en fait qu'ils vont gouverner un peu le comportement. Ces deux hormones sont l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine plutôt chez les femelles? Exactement, et la vasopressine plutôt chez le mâle. L'ocytocine va engendrer chez la femelle l'attachement amoureux. Ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des espèces sont quand même polygames. C'est un peu la base. Par exemple, chez les mammifères, je crois que c'est 70% des espèces qui sont polygames. D'accord. Et La donc, polygamie est majoritaire sur cette terre. Tout à fait. Apparemment, c'est quand même, au niveau de la dispersion des gènes, ça permet une grande diversité génétique. Pour le mâle, c'est un peu le comportement le plus souhaitable pour disperser ces gènes. Je vais avoir plein d'enfants, je vais en mettre un peu partout. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà pour les animaux en général, et moi, enfin les humains. Alors c'est très compliqué, bien sûr, ce n'est pas une science exacte, hein, mais pour l'humain, si on regarde au niveau culturel, les différentes cultures qui existent sont à 2/3 polygames. Ah oui? Ouais. Et il y a aussi autre chose, c'est au niveau du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences morphologiques qui existent entre hommes et femmes. Là, on se rend compte que nous avons des différences. C'est justement un trait que l'on retrouve souvent chez les espèces polygames. Donc il semblerait qu'on soit en fait plutôt polygame. Mais il reste une dernière caractéristique, c'est les testicules, la grosseur des testicules. La taille des testicules. La taille des testicules est généralement un trait que l'on retrouve chez les espèces polygames, chez le mâle dominant de l'espèce polygame. Et là, grosses testicules. les grosses testicules.
Ces deux hormones, l'ocytocine et la vasopressine dont ils font allusion ici, sont deux hormones qui jouent un rôle important dans les relations sociales et amoureuses. Voici quelques éléments à considérer. L'ocytocine est souvent appelée hormone de l'amour, car elle est libérée lors des contacts physiques intimes, tels que les câlins, les baisers et les rapports sexuels. L'ocytocine, quant à elle, favorise la création des liens sociaux et amoureux et est souvent associée à la monogamie. Et la vasopressine est une hormone qui joue un rôle dans la régulation de l'eau dans le corps, mais elle est également impliquée dans les comportements sociaux et sexuels. La vasopressine a été associée à la compétition et à la dominance, et certains chercheurs ont suggéré qu'elle pourrait être présente chez les individus polygames. Et il est important de retenir ceci. La polygamie ou la monogamie ne sont pas strictes par rapport à la sécrétion de ces hormones. Voyez-vous, la polygamie ou la monogamie sont complexes et sont influencées par de nombreux facteurs, y compris les facteurs culturels, les facteurs sociaux et les facteurs biologiques. Il n'y a pas de preuve claire que les individus polygames aient des niveaux plus élevés de vasopressine ou d'ocytocine que les individus monogames. La recherche est donc encore limitée sur les hormones concernant la polygamie et la monogamie. Ceci est dû tout simplement à ce que les facteurs culturels, les facteurs religieux, les guerres et autres créent la complexité et font que l'être humain puisse connaître plusieurs variantes à ce sujet. Très très important. Et c'est ça qui fait que vous allez voir, les êtres humains vont se forcer à s'adapter par rapport à telle manière de vivre la sexualité. Et ceci est purement dû à ces facteurs extérieurs qui sont, je répète, la culture, la religion, les faits sociaux qui viennent déstabiliser la structure sociale, telles les guerres, et ainsi de suite. Voyez-vous. Continuons à faire parler la science. L'homme n'est-il pas de nature polygame en produisant des spermatozoïdes en permanence? Oui, c'est un argument qui est souvent avancé pour soutenir que l'homme est de nature polygame. Voici quelques éléments à considérer. Les hommes produisent des spermatozoïdes en permanence, ce qui signifie qu'ils ont une capacité reproductive continue. Cette capacité reproductive peut être vue comme une adaptation évolutive pour maximiser les chances de reproduction et de transmission des gènes. La production continue des spermatozoïdes peut être considérée comme un argument contre la monogamie stricte, car elle suggère que les hommes sont biologiquement équipés pour fertiliser plusieurs femmes. Je répète, la production continue des spermatozoïdes peut être considérée comme un argument contre la monogamie stricte, car elle suggère que les hommes sont biologiquement équipés pour fertiliser plusieurs femmes. Cependant, il est important de noter que la capacité reproductive ne détermine pas nécessairement les comportements sociaux, culturels et religieux. La capacité biologique de produire des spermatozoïdes en permanence ne signifie pas nécessairement que les hommes sont destinés à être polygames. Les comportements sociaux, culturels, religieux et les faits sociaux, comme je l'ai dit plus haut, sont influencés par une multitude de facteurs, y compris les normes culturelles, les valeurs personnelles et les expériences individuelles. Tous ces événements viennent complexifier la chose et font à ce que le taux des spermatozoïdes dans le corps de l'être humain ne le conditionne pas exclusivement à être polygame. Donc les facteurs extérieurs sont à considérer, mais des facteurs qui ne sont pas automatiquement liés cette fois-là à la nature. En résumé, la production continue des spermatozoïdes chez les hommes peut être vue comme un argument fort pour la polygamie,
Mais il est important de considérer la complexité des comportements humains et des distinctions entre biologie et culture et religion, etc. Des femmes qui se mettent dans la tête que c'est la monogamie qui sécrit le foyer. Faux, papa. Moi je vous dis cru, la monogamie t'explose plus vite. Quand tu signes polygamie, tu as moins de problèmes. Tu as moins de problèmes. Que Dieu soit loué. Amen.